Radioscopie. Radioscopie. Patrick Segal. Jacques Chancel. Patrick Segal, depuis quelques années, vous faites du stop sur toutes les routes du monde, vous fréquentez beaucoup les lignes aériennes, vous naviguez en pirogue sur des jonques, vous allez très haut en montagne, et pour tous ces voyages, vous avez un véhicule qui est comme accroché à vous. Ce véhicule, c'est un fauteuil roulant parce que vous êtes handicapé. Alors je me demande s'il n'est pas possible, ou plutôt, j'ai l'impression qu'il est très possible d'être pas comme les autres. Non, je crois que je suis pas comme tout le monde, mais je suis vraiment comme les autres. Les autres, c'est toujours celui que l'on refuse, celui que l'on ne veut pas voir. Et lorsque j'ai eu cet accident en 1972, il y a 5 ans exactement... Vous aviez 24 ans. J'avais 24 ans. Eh bien, je me suis retrouvé paraplégique, donc dans un fauteuil roulant, il a fallu faire avec. Et faire avec, c'est passer par le tour du monde et bien d'autres choses encore. Enfin, nous nous sommes rencontrés souvent. J'avais la chance de vous accueillir sur le plateau du Grand Échiquier. Au bout de chemin, je vous vois encore avec votre appareil photo. Vous avez pris beaucoup de clichés. Nous connaissions tous votre histoire, mais vous ne l'aviez jamais racontée. Aujourd'hui, vous vous mettez en pleine lumière, vous écrivez, vous allez au combat, parce que pour vous, cette vie maintenant, c'est un combat, cette deuxième naissance. Vous êtes donc paralysé, ce sont les suites d'une aventure pénible, un coup de revolver. Oui, un coup de revolver, mais vous êtes sûr d'avoir tout dit sur ce coup de revolver? Oh, tout dit, vous savez... Est-ce que c'est important? Je pense que c'est l'accident. Vous savez, c'est l'accident stupide. Vous avez le droit de cacher ce que... Non, je crois qu'il n'y a rien à cacher. C'est le hasard. Certains diront, est-ce le hasard? Je crois qu'on pourrait revenir justement sur ce problème. Simplement, c'est l'accident, le revolver chargé, sans grande sécurité. Quelqu'un manipule, le coup part, et puis voilà. En pleine colonne vertébrale, au niveau du cœur. À 24 ans, ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est aussi le début d'autre chose. Vous avez revu cette personne? Jamais. Parce que vous ne lui avez pas pardonné? Non, pas du tout. C'est que cette personne a disparu et n'a pas assumé son acte. Et pardonner, je veux dire, je ne sais pas ce que c'est, pardonner. Je sais que j'en ai jamais voulu à cette personne. C'est comme cela. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Patrick Segal, vous avez beaucoup voyagé, je le disais, mais vous voyagez maintenant beaucoup dans le monde de la communication. Qu'avez-vous appris de nouveau? Il y a ce livre, L'homme qui marchait dans sa tête. C'est un très très beau titre. C'est un titre que j'ai trouvé lorsque je partais au Vietnam. Je me suis engagé comme missionnaire au Vietnam en 1974, venant de Chine communiste. Sur votre fauteuil roulant? Bien sûr, puisque depuis 5 ans je circule sur mon fauteuil. Et je crois que ce livre, c'est un petit peu le résumé de 4 ans. 4 ans d'aventure, mais surtout 4 ans de communication. Il fallait raconter aux autres. Oh oui, il fallait raconter absolument, parce que il y a eu d'abord cette année d'hôpital, une année difficile, une année, je dirais, un peu seule, dans ma tête, à cavaler beaucoup le jour et la nuit. Et puis, lorsque les routes du monde se sont ouvertes sous mes pieds, ou plutôt sous mes roues, eh bien là, je crois qu'il y avait beaucoup de choses à raconter. Vous êtes plus aidé qu'avant aujourd'hui, parce que justement vous êtes plus connu? Aidé maintenant, oui. Je crois qu'en 1977, les portes s'ouvrent plus facilement. J'ai une crédibilité tant sur le plan journalistique que sur le plan médical. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que d'abord, c'est le monde des hommes qui marchent dans leur tête qui doit être mieux connu. On le sait, mais on n'entre pas. Effectivement, jusqu'à présent, il était difficile de sauter le pas, d'aller de l'autre côté du miroir, d'aller voir chez ces gens qui vivent à moitié ou qui sont des hommes ou qui ont l'air d'être des hommes ou des femmes à moitié, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Enfin, j'ai reçu à ce même micro beaucoup d'handicapés qui ont d'ailleurs eux aussi dépassé leurs problèmes, mais peut-être qui n'ont pas la vie que vous avez. Parce que vous êtes un combattant, parce que vous avez eu tout un commencement de carrière de sportif, 1m86, ayant fait tous les sports, judo, karaté, mais international de karaté. Au niveau international. Donc vous avez déjà
tout ce passé qui vous aide à assumer ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a ce passé de sportif, il y a aussi le passé médical. J'ai fait 2 années d'études de médecine, ensuite 3 années de kinésithérapie. Je suis maintenant kinésithérapeute et depuis 2 ans maintenant, je suis conseiller à l'Office mondial de la santé sur les problèmes des handicapés, les problèmes des paralysés. Je travaille pour l'armée américaine, j'enseigne dans une université en Californie. Il est évident enseignez que quoi? j'enseigne la physiothérapie, la rééducation, puis peut-être le 3e volet de la médecine qui est l'humanisme. Enfin, vous avez poussé plus loin votre histoire, vous l'avez installée au plus haut niveau pour vous dépasser. D'ailleurs, vous n'y êtes pas arrivé parce que ce serait triste. Non, bien sûr, non, je suis sur le chemin, je suis tout au début. Mais cette balle aurait pu être votre mort et elle a annoncé une naissance que vous ne souhaitez pas, mais enfin que vous avez envisagée et que vous regardez maintenant et que vous vivez. Oui, c'est-à-dire qu'il faut se replacer dans le contexte. En 1972, à 11h30 du matin, lorsqu'on se retrouve dans une mare de sang... De quel côté? En France? Oui, à la frontière, tout près de la frontière suisse. Tout près de la frontière suisse. Il est évident qu'à ce moment-là, on voit la vie basculer, on sent qu'elle fout le camp, elle part dans cette mare de sang, elle part dans les doigts qui deviennent bleus et tous les autres symptômes de la mort. Et à ce moment-là... Je crois qu'on réfléchit beaucoup sur ce qu'est l'existence, ce qu'est la vie, ce que l'on a raté, ce que l'on aurait dû dire, ce que l'on aurait dû faire. Et on se rend compte qu'à 24 ans, c'est un grand désert finalement. Et puis, quelques heures plus tard, c'est le transport à l'hôpital, l'opération. Et quelques jours après... Dans la plus parfaite lucidité au départ. Ah oui, absolument. J'ai totalement organisé ce sauvetage. C'est-à-dire vous avez dit voilà ce qu'il faut faire, voilà où il faut me transporter. Non, oui. Je ne veux pas revenir à Paris, je veux aller à Genève. Voilà, c'est cela. C'est-à-dire lutter contre le médecin. Non pas lutter contre le médecin, mais lutter contre l'adversité, parce que, je le raconte dans le livre, il y a cette ambulance qui s'enlise, qui tombe dans un fossé, la porte trop étroite... Alors que c'est une question d'heure. Ah, c'est une question de minutes à ce moment-là. Vous savez, quand on sauve sa peau, c'est en minutes et même en secondes. L'hôpital, dont je ne citerai pas le nom d'ailleurs, où le médecin n'est pas là à ce moment-là, on ne peut pas franchir la frontière car nous n'en avons pas le droit, les pompiers refusent de franchir la frontière. Finalement, c'est Genève, on se perd dans la ville, et lorsqu'on arrive 5 heures plus tard à l'hôpital, il est évident que lorsqu'on a encore un tout petit peu d'espoir, je crois que ça s'envole en fumée quand on regarde la radio et qu'on voit cette balle de revolver en plein milieu de la colonne, et d'ailleurs elle y est encore. Mais dès le départ, Patrick Segal, vous saviez où vous étiez touché? Oui, absolument. Vos études de médecine vous permettaient de faire la reconnaissance exacte. J'avais fait le diagnostic et je ne pensais pas avoir de chance de m'en sortir au-delà de quelques heures. Ah oui, absolument. Ah, déjà vous pensiez à la mort? Ah oui, tous les symptômes étaient là. Miraculé? Non, je sais pas. Je crois qu'il y avait une condition physique. Je crois que la condition physique a joué énormément. Après tous ces événements, c'est quand même... À ce moment-là, lorsque j'ai été touché, je sortais du stage d'entraînement des championnats du monde de karaté. Et à ce stage d'entraînement, il est évident que la musculature avait encore grossi, enflé, et c'est le chirurgien lui-même qui m'a posé la question, et qui m'a dit « J'ai jamais vu une musculature dorsale comme celle-là, je crois que la raison de votre survie, elle est là. C'est qu'il y a eu de telles couches de muscles à traverser que la balle s'est freinée, et finalement s'est logée dans la colonne sans passer de l'autre côté. » Patrick Segal, vous aurez eu 3 vies. Vous en aurez J'espère j'en aurai plus. Oui, beaucoup d'autres. Il y a d'abord celle d'avant le coup de revolver. Oui. Il y a la vie d'handicapé, puis il y a une 3e vie que vous ne connaissiez pas. C'est la vie qui commence de l'homme connu, de l'homme célèbre qui parle pour les autres handicapés et qui va devenir forcément leur voix. Oui. On ne vous pardonnera rien, car lorsque vous parlerez de vous, on vous dira il faut également penser aux autres et défendre la cause. Oui, vous avez conscience? Vous savez, penser aux autres, j'y pense depuis le premier jour de reprise de contact avec le monde. Lorsque je me suis retrouvé dans cet hôpital avec des tubes dans le nez, dans les bras et ailleurs, je me suis bien douté que maintenant ma vie allait être avec ces gens qui sont de l'autre côté de la blouse blanche, avec ceux que j'appelais moi avant les malades et qui sont maintenant des hommes et des femmes pour qui je passe, je veux dire, la plupart de mon temps. Vous regardiez très attentivement avant les autres qui étaient dans votre cas d'aujourd'hui? Je les regardais parce que j'étais déjà étudiant en médecine, étudiant en kinésithérapie, et il est évident que ces gens-là m'intéressaient. Cela dit, lorsque je sortais de l'hôpital... Les regarder, cela veut dire les regarder à l'intérieur. Ah non, je pense pas qu'on puisse les regarder à l'intérieur lorsqu'on est étudiant. Nous n'avions pas de grandes responsabilités. Et puis vous savez, la porte de l'hôpital franchie, la vie reprenait, l'entraînement de karaté, je montais des chevaux, je faisais énormément de sport. Il a fallu donc toucher de très près le monde de la médecine, de connaître ce qui est l'intérieur d'un hôpital, l'intérieur d'un homme. Et à ce moment-là, il est évident que ma vie en a été transformée. Mais la frontière doit être très fragile entre un monde qui bascule et un monde qui commence.
Je veux parler de ce monde qui bascule, c'est la mort que vous avez regardé d'un peu près. De très très près. Et puis sans doute après la vie que vous avez appelée